Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, les Clionautes convient Michel Ballard et nous allons lui poser quelques questions autour de son dernier ouvrage, Histoire des épices au Moyen Âge. Michel Ballard est agrégé, docteur d'État. Il est spécialisé dans l'histoire médiévale. Il est ancien membre de l'École française de Rome, professeur émérite à Paris, Panthéon, Sorbonne. Et nous allons lui poser quelques questions sur l'ouvrage qui vient de paraître, qui est paru il y a quelques semaines ou mois aux éditions Perrin, Histoire des épices au Moyen Âge, ouvrage qui a été recensé sur le site de la Cliothèque et qui a retenu l'attention d'un certain nombre de personnes. Voilà, alors j'avais deux questions peut-être pour commencer. D'abord, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est Je vous un en prie. honneur et une chance pour notre association de vous voir. Alors, mes deux premières questions, il y en a une qui est très classique, évidemment, une autre un peu peut-être plus personnelle, enfin pas personnelle, mais liée au sujet. Alors, la très classique, c'est quelles sont les sources, d'ailleurs vous y faites référence, quelles sont les sources que vous avez utilisées pour mener à bien ce travail. Et la deuxième, c'est pourquoi le sujet de ce livre, pourquoi le commerce des épices, sans rentrer dans... Alors, j'inverserai peut-être vos questions en parlant d'abord pourquoi une histoire des épices. Vous savez sans doute que j'ai travaillé pendant de longues années sur les archives de Gênes, en particulier sur les cartulaires notariaux qui sont d'une quantité impressionnante, puisque pour le Moyen Âge à Gênes, on décompte environ 700 à 800 cartulaires notariaux, ce qui en fait le premier fonds notarial du monde. Et ma thèse portait sur la Romanie génoise, c'est-à-dire sur l'expansion de Gênes dans l'Empire byzantin, avec trois pôles géographiques importants. L'île de Kio, possédée par les Génois du XIVe au XVe siècle, Péra, faubourg de Constantinople, et Caffa sur la côte de Crimée, ville qui s'appelle aujourd'hui Féodosia. Donc, ça m'a permis de m'intéresser aux échanges économiques entre l'Orient et l'Occident par l'intermédiaire des Génois, mais aussi, bien sûr, par l'intermédiaire des Vénitiens. Et c'est à partir de cette recherche sur les échanges que je suis arrivé à m'intéresser à ce sujet des épices, parce qu'il me paraît fondamental, d'autant plus que vous l'avez sans doute lu dans la préface, dans l'introduction de mon ouvrage, un certain nombre d'historiens, après Karl Marx, ont dit que les épices étaient le moteur de l'histoire. Donc, ça a été la ligne directrice de mon propos et j'ai essayé de montrer, si vous voulez, l'importance de cette denrée au cours de l'histoire médiévale, tant le domaine de l'alimentation que dans le domaine de la pharmacopée ou de l'artisanat. Alors, quelles sources pour ce faire? Eh bien, les sources sont extrêmement nombreuses, vous pouvez le penser. J'évoquais tout à l'heure les sources notariales qui nous informent sur un certain nombre de contrats portant sur les épices, sur des voyages aussi effectués par des marchands génois ou vénitiens qui sont allés jusqu'aux Indes ou jusqu'au Cathay, c'est-à-dire jusqu'en Chine, pour se procurer les dites épices et la soie. Donc, les archives notariales. Ensuite, bien évidemment, il y a tous les traités culinaires que le Moyen Âge nous a laissés pour nous montrer ce qu'étaient les menus
au Moyen Âge. Les contes qui figurent dans des contes princiers, seigneuriaux, qui nous renseignent sur les achats effectués par les grands de ce monde en matière d'épices. Puis, pour ce qui concerne la pharmacopée, eh bien, là aussi, nous avons à la fois des contes et des traités qui nous permettent de voir quel a été l'usage des épices dans le domaine de la pharmacopée. Car il ne faut pas oublier une chose fondamentale, je dirais même deux choses fondamentales, c'est-à-dire qu'au Moyen Âge, alimentation et pharmacopée sont complémentaires, et d'autre part, que pour soigner et guérir des gens malades, on ne dispose jusqu'au 19e siècle, date de la révolution chimique, que des épices ou des herbes des montagnes et des champs. C'est donc cet ensemble de sources qui m'ont permis de travailler sur les épices, et je citerai bien évidemment ceux qui m'ont précédé dans ce travail, c'est-à-dire qu'ils se sont intéressés à l'alimentation au Moyen Âge. Ils sont nombreux tant en France qu'à l'étranger, et ceux qui se sont intéressés à l'histoire de la pharmacopée. Là aussi, on trouve un assez grand nombre d'historiens. Merci pour cette entrée en matière copieuse, si j'ose dire. Euh, Moi, ce qui m'a surpris, hein, je ne suis pas du tout spécialiste du Moyen Âge, donc j'avais des représentations, malgré que j'ai enseigné l'histoire assez limitée, finalement, c'est ce que l'on appelait épices au Moyen Âge. Et ce que nous appelons la différence entre ce qu'on appelait épices, ce que les hommes et les femmes du Moyen Âge appelaient épices, et ce que nous pensons être des épices pour les gens du Moyen Âge. Est-ce que vous pourriez repréciser ce point qui me semble important? C'est une excellente question, effectivement. Bon, il faut d'abord rappeler que le mot épice vient d'un mot latin, species, et ce mot latin a été pris dans un sens restrictif, plutôt que de le traduire par espèce. Un certain nombre de gens, comme par exemple un agronome Palladius ou un médecin Empiricus, à partir du IIIe et du XIVe siècle, ont conçu le mot épice dans le sens de marchandises précieuses, et en particulier marchandises provenant d'Extrême-Orient par l'intermédiaire d'un certain nombre de marchands, soit chinois, soit euh, suédiens, et ensuite, bien sûr, italiens, en l'occurrence les marchands des républiques maritimes italiennes. Cela donc nous amène à dire que le mot épice a un sens beaucoup plus large au Moyen Âge qu'aujourd'hui, car on conçoit fort bien au Moyen Âge que des choses comme le riz, comme le miel, comme l'orange, les oranges, entrent dans le cadre des épices. Naturellement, il ne pouvait s'agir dans un livre comme le mien de traiter de cette conception très très large des épices, et je me suis contenté de me limiter, si vous voulez, à ce que l'on appelle les épices aujourd'hui, c'est-à-dire un certain nombre de produits qui agrémentent l'alimentation et qui peuvent aussi encore être utilisés dans la pharmacopée du XXIe siècle. Oui, oui. Écoutez, j'avais prévu de voir ça à la fin, mais peut-être ce serait intéressant de nous dire, pour les habitants du Moyen Âge, finalement, quels étaient les usages des épices? Eh bien, je viens de l'expliquer en quelques mots, c'est-à-dire d'abord un usage alimentaire. On utilise les épices de manière permanente
parmi les classes sociales les plus élevées. On utilise les épices pour se soigner. On utilise aussi les épices dans l'artisanat médiéval, par exemple dans le cadre de la teinture des tissus ou dans le cadre de la préparation des parfums, comme c'est encore le cas souvent aujourd'hui. Donc il y a des usages extrêmement larges et importants des épices, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une véritable ségrégation sociale dans la consommation des épices, car les épices, si vous voulez, montrent la richesse des gens et le statut de la haute société médiévale qui, par le nombre et par la quantité des épices consommées, tient à affirmer sa prééminence sociale. Oui, d'ailleurs, il y a un passage qui a retenu mon attention, c'est une recette où il y a une quantité invraisemblable d'épices. Je crois que c'est une recette d'une boisson ou d'un dessert, enfin ce que nous appelons un dessert aujourd'hui, où vraiment on aurait du mal à manger de telles choses, tellement c'était sucré, etc. Mais bon, Oui, tout à fait. On peut donner de multiples exemples. Mais pour que nos auditeurs comprennent bien l'importance des épices dans l'alimentation médiévale, je rappellerai que grâce à un conte du Dauphiné, nous savons que la consommation annuelle des épices pouvait atteindre 1,2 kg par personne et par an. Or, aujourd'hui, des statistiques très précises nous montrent que la consommation d'épices se monte seulement à 50 grammes par personne et par an. Vous voyez donc cette extrême consommation qui distingue la société médiévale de la société d'aujourd'hui. oui, alors vous avez dit un peu de temps auparavant qu'il s'agissait de montrer son prestige social, sa place dans la société, et que ça se faisait à la fois par la quantité et la qualité des épices. Alors, n'étant pas un spécialiste des épices, lu que par exemple le poivre, ou les poivres plutôt, puisque vous parlez de plusieurs poivres, euh, Exactement. il y avait une évolution dans la consommation de ces poivres. Est-ce que vous pouvez nous préciser cela, par Bien exemple? sûr, il faut évoquer le fait que la consommation des épices est différentielle selon à la fois les milieux sociaux concernés et selon les pays que l'on considère. Alors, regardons d'abord les milieux sociaux. Le poivre, par exemple, a été longtemps l'épice dominante dans la consommation des élites. Mais au fur et à mesure que l'on avance vers la fin du Moyen Âge et que la consommation du poivre tend à se développer, en particulier dans des classes moins aisées, les grands passent davantage d'achat à des épices comme par exemple la cannelle, le clou de girofle ou le gingembre que le poivre. De sorte que dans les milieux sociaux élevés, le poivre est un tout petit peu délaissé à la fin du Moyen Âge où il n'apparaît plus que dans environ 10% des recettes. D'autre part, je disais aussi que cette consommation de poivre peut être différente selon les pays que l'on observe, car en effet, un pays comme l'Angleterre aime consommer, par exemple, du sucre beaucoup plus que la France, l'Allemagne ou l'Italie. Et la consommation de poivre est un petit peu inférieure à celle de ces autres nations.
Donc, il faudrait examiner de manière détaillée, si vous voulez, quelles sont les grandes tendances de consommation de chacune des nations pour évoquer ces différences. Oui, donc il y a à la fois des différences sociales, des différences régionales ou entre les régions européennes. Il y a aussi des évolutions dans le temps, d'une certaine manière. Absolument. D'accord, très bien. Est-ce que, excusez-moi, hein, je cherche dans mes petits papiers, du point de vue de la pharmacopée, au-delà de la cuisine, donc, est-ce qu'il y a aussi des évolutions? Du point de vue de la pharmacopée, disons peut-être beaucoup moins, parce que à partir, si vous voulez, des traductions en latin de traités arabo-persans, on a pu fixer des méthodes, des remèdes qui sont, disons, à peu près permanents au cours du Moyen Âge. Donc, de ce point de vue, je dirais qu'il y a moins de transformation, moins d'évolution dans la pharmacopée que dans l'alimentation. Euh, mais on peut aussi distinguer quelques transformations relativement minimes. Oui, j'en reviens à notre consommation différente socialement. Donc, vous dites au début, enfin, vous dites que les épices, hein, il s'agit de montrer son prestige. Et donc, concrètement, vous dites que c'est l'élite, hein, il me semble que c'est ce que vous dites dans vos livres. C'est-à-dire, c'est quoi? Ce sont les nord, enfin, les, les cours princières, concrètement. Oui, oui, c'est-à-dire au fur et à mesure que l'on considère les différentes parties de la société, on voit se dégrader, diminuer l'usage des épices. Alors prenons par exemple le cas des souverains. On a la consommation des épices, par exemple, de Jean le Bon durant son temps de prison en Angleterre, et l'on sait que la consommation d'épices très diversifiée est très abondante. On possède également des contes princiers qui nous montrent que, par exemple, dans le Dauphiné que je citais tout à l'heure, ou dans d'autres cours princières de France, là aussi, ou d'Espagne, la consommation est extrêmement importante. Et au fur et à mesure que l'on descend dans l'échelle sociale, les petits seigneurs souvent se contentent de percevoir quelques redevances en épices et achètent quelques épices comme le poivre ou le gingembre, alors que pour le cortel, c'est-à-dire pour les artisans et pour les paysans, le poivre n'est utilisé que dans le cadre de grandes fêtes liturgiques où l'on ajoute un tout petit peu de poivre aux aliments, alors que dans la vie de tous les jours, artisans ou paysans doivent souvent se contenter des herbes des jardins, des herbes des campagnes, pour agrémenter le menu quotidien. Oui, d'accord. Donc, il y a quand même des petites quantités de poivre qui arrivent jusqu'aux couches les plus modestes de la population. Très Mais petite. très Très petites. petite, je disais, le mieux que l'on puisse trouver quand on a des renseignements, parce que les Mhm. renseignements sont évidemment beaucoup plus abondants en ce qui concerne les classes les plus élevées de la société, mais on sait que la consommation de poivre est extrêmement rare dans les milieux sociaux les moins élevés. Nous connaissons par exemple le cas de prisonniers
à la cour de Bourgogne, où l'on voit qu'ils sont amenés à consommer des poivrades, c'est-à-dire vraisemblablement des bouillons, si vous voulez, agrémentés de poivre, mais ceci, disons, peut-être quelques fois par an, Oui, 4, 5 fois par an, lors des grandes fêtes liturgiques. d'accord. Mais les commerçants génois, par contre, peuvent peut-être en profiter, eux. Ah, c'est vraisemblable, oui, bien sûr. Disons, les grands marchands, vraisemblablement, profitent des achats qu'ils réalisent à Alexandrie ou à Beyrouth, ça me paraît évident. Mais leur métier consiste essentiellement à approvisionner en épices le monde occidental, c'est-à-dire par les lignes qui vont jusqu'en Flandre ou jusqu'en Angleterre, qu'ils alimentent directement en épices. Eh bien, on peut peut-être, vous avez commencé à le faire, mais peut-être développer un peu les différents acteurs qui interviennent dans ce commerce des épices. Absolument. S'il y a un mot à retenir, c'est le mot segmentation du commerce des épices. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que selon les zones que l'on considère, les acteurs, c'est-à-dire ceux qui transportent les épices depuis la Chine, depuis l'insulinde ou depuis l'Inde, sont différents. Alors, prenons quelques cas. Naturellement, il y a d'abord des marchands chinois qui apportent les épices, par exemple, jusqu'à Malacca, qui se trouve être un grand centre de distribution des épices. À Malacca, ce sont des marchands indiens ou des marchands musulmans qui viennent se servir en épices pour les transporter jusque au Proche-Orient par deux voies différentes, c'est-à-dire d'une part la voie du golfe Persique où Hormuz occupe une place prépondérante, ou bien par la voie de la mer Rouge, où il y a ici deux centres extrêmement importants de diffusion des épices, c'est-à-dire la place d'Aden au débouché de la mer Rouge et Alexandrie, où viennent se ravitailler les marchands des républiques maritimes italiennes. Mais il faut aussi noter qu'au cours de l'histoire s'effectue un basculement des routes des épices. Ce basculement favorise tantôt les routes du sud que je viens de décrire, qui sont essentiellement des routes maritimes, tantôt des routes terrestres, ce que certains qualifient de route de la soie, mais que je qualifierais plutôt de route au pluriel de la soie, car il y a plusieurs itinéraires différents qui permettent de relier Tana ou Trébizonde en mer Noire jusqu'en Inde ou jusqu'au Cathay, c'est-à-dire jusqu'en Chine. Ces routes terrestres ont été très importantes pour l'acheminement des épices entre, disons, la fin du XIIIe siècle et, grosso modo, le troisième quart du XIVe siècle, car avec l'avènement de la dynastie des Ming en Chine en 1368, l'on assiste à une sorte de clôture des routes terrestres de la soie qui, évidemment, vont profiter aux routes maritimes que je viens de décrire. Oui, oui. Excusez-moi, hein, j'essaie de suivre. Donc, ça donne donc, on a des ports ou des villes qui jouent un rôle très important, hein. Je pense, vous avez cité Alexandrie. Euh, Ça veut dire qu'il y a combien d'habitants dans cette ville, par exemple? Et comment est organisé un peu, comment se rencontrent les différents marchands? Alors, prenons le cas, si vous voulez, de la mer Rouge.
Bon. Les épices sont apportées par des navires indiens jusqu'à Aden. De Aden, ce sont des marchands musulmans qui forment ce que l'on appelle le Karim, une association de transporteurs, d'armateurs qui traversent la mer Rouge depuis Aden pour aller jusqu'à un port appelé Aïdab, où les épices sont transportées à dos de chameau à travers le désert jusqu'à la ville de Kous sur le Nil. Et de la ville de Kous, les épices sont acheminées par le Nil, par voie d'eau, jusqu'à Alexandrie. À Alexandrie, les marchands italiens arrivent en général à l'automne et attendent quelques semaines, ou bien si les convois d'épices sont arrivés, ils les achètent immédiatement avant de repartir pour l'Occident au bout de quelques semaines. De là, bien sûr, de Venise, de Gênes, de Barcelone, de Valence, les épices sont diffusées dans tout l'Occident par la voie maritime de Gibraltar ouverte dans les années 1277-1280 ou par les voies fluviales, comme par exemple le Rhône, la voie du Rhône jusqu'aux foires de Champagne, où là aussi, les épices sont un produit extrêmement important mis en vente. Oui, alors, plusieurs questions, hein. Bon, Alexandrie vous paraît être la ville la plus importante, peut-être, du point de vue du commerce entre Occident et marchands occidentaux et marchands arabes? Ou il y en a Euh, d'autres qui. Certainement, mais ça dépend des époques que l'on considère. Mhm. Car vous savez sans doute que après la chute des États latins de Syrie-Palestine en 1291, la papauté a promulgué un interdit de commerce avec les musulmans. Alors, interdit plus ou moins respecté, mais dans l'ensemble, Alexandrie a perdu beaucoup de son importance entre, disons, l'extrême fin du XIIIe siècle et puis les années 1340, au cours desquelles progressivement la papauté a accordé des licences de transport aux marchands catalans ou italiens pour se rendre à Alexandrie. Et Alexandrie, dans la seconde moitié du XIVe et au XVe siècle, a retrouvé son rôle de marché prépondérant des épices, bien que Beyrouth ait aussi acquis une certaine importance, mais peut-être davantage pour l'exportation vers l'Occident du coton que des épices proprement dites. Oui, alors vous venez d'évoquer la papauté qui interdit, hein, le commerce à un moment donné entre les marchands chrétiens et les marchands arabes. Mais comment se passait, comment dirais-je, la cohabitation à Alexandrie, par exemple, ou à Beyrouth, entre ces marchands venant d'Italie ou d'ailleurs? On y reviendra peut-être plus en détail tout à l'heure. Là, j'ai un peu, hein, entre ces marchands chrétiens et la population musulmane pour la plupart. Eh bien, vous savez sans doute que à l'extrême fin du XIIe siècle, les Pisans d'abord, puis les Vénitiens, puis les Génois, le tout au tout début du XIIIe siècle, ont obtenu des établissements commerciaux à Alexandrie que l'on appelle des fonducs, c'est-à-dire en général des bâtiments disposés autour d'une cour carrée avec des entrepôts au rez-de-chaussée et des logements pour les marchands au premier étage. Il existe encore aujourd'hui
des fonds que l'on peut observer, en particulier par exemple à Acre, particulièrement important aussi. Et dans ces fondouks, les marchands occidentaux pouvaient séjourner et acquérir auprès des marchands musulmans ou auprès des sultans, parce qu'au XVe siècle, les sultans mamelouks ont essayé d'imposer une sorte de monopole de vente des épices sans toujours réussir d'ailleurs. Ils pouvaient acquérir donc des épices sur le marché libre des marchands du Karim que j'ai évoqué tout à l'heure, ou bien auprès, disons, des représentants du sultan. Et il me semble que vous évoquez le fait que les sultans essaient de monter les prix à un moment donné. Absolument, parce que pour les sultans mamelouks, les épices représentaient une source de revenus particulièrement importante, et donc ils ont essayé d'instaurer un monopole, mais ça n'a duré que quelques années et ça a été un échec puisque le marché libre l'a quand même emporté, surtout dans la seconde moitié du XVe siècle. Et maintenant, au-delà des échanges commerciaux, est-ce que la présence de ces marchands chrétiens dans les villes comme Alexandrie, Acre ou bien, je pense à Beyrouth, n'entraînait pas des tensions avec une partie de la population? Ah, si, bien sûr, il y a eu des conflits locaux qui ont pu se produire et qui ont amené souvent d'ailleurs à des emprisonnements des marchands italiens ou catalans. Songez par exemple que le roi de Chypre, Pierre Ier, a monté une expédition contre Alexandrie, a ravagé, si vous voulez, la capitale des épices, et cela a conduit pendant quelques temps à une suspension des échanges et un emprisonnement des marchands occidentaux qui se trouvaient sur place au moment où la flotte chypriote est arrivée. Donc, ce n'est qu'un exemple de conflits qui ont pu se produire entre les marchands occidentaux et l'administration sultanale, mais dans l'ensemble, si vous voulez, Alexandrie a maintenu son rang de grande place commerciale pour l'exportation des épices. Mhm, d'accord, d'accord. Donc, j'ai un peu présenté la question suivante. C'est en fait ces marchands enfin je l'ai évoqué, mais c'est assez connu, mais ces marchands européens sont souvent italiens, mais je crois il y a Barcelone aussi, il y a d'autres villes. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu une présentation de ces marchands européens qui vont chercher des épices donc dans l'Orient, dans la Méditerranée orientale? Absolument. En ce qui concerne Venise, par exemple, il s'agit de représentants des grandes familles vénitiennes, en même temps dominent la vie politique de Venise. Ce qu'il faut bien regarder, c'est que ces armateurs qui proviennent des grandes familles vénitiennes louent aux enchères des galères d'État fabriquées dans l'arsenal de Venise, la principale industrie, si vous voulez, d'Occident, ce qui concerne la construction navale, et se rendent à Alexandrie, mais avec un nombre relativement limité de galets. Car il ne faut pas imaginer qu'il s'agit d'un trafic incessant. Les meilleures années, on peut dire que Venise envoie vers Alexandrie peut-être 6 à 8 galets, mais pas plus. Et certaines années néfastes, le convoi de galets se réduit à 2 ou 3 navires seulement. Donc il y a Venise, il y a évidemment les grands marchands génois
qui eux aussi représentent l'élite commerciale de Gênes et qui ont aussi un rôle politique considérable dans la vie de la cité génoise. Et puis du côté des Catalans de Barcelone ou de Valence. On a aussi les noms de la haute aristocratie locale qui s'intéressent de très près à l'histoire du transport des épices. Donc, ce transport des épices, disons, est dans les mains de l'aristocratie des grandes cités marchandes. Alors, quand vous dites qu'il est dans les mains de l'aristocratie des grandes cités marchandes, est-ce qu'une famille pouvait à elle seule, on dirait-je, louer acheter aux enchères une galée à Venise, par exemple? Ou est-ce qu'elle devait passer alliance et sous quelle forme avec d'autres? Bien sûr, il y a souvent des associations entre marchands, dans la mesure où souvent les enchères sont relativement importantes. Euh, donc, certaines familles peuvent d'elles-mêmes concourir aux enchères et d'autres sont obligées de s'associer en organisant, si vous voulez, une société commerciale qui va s'intéresser donc au commerce des épices. On peut dire que c'est un moteur de l'histoire pour reprendre la formule que vous utilisiez au Oui, départ. alors, cette formule, je l'ai un tout petit peu, disons, modérée. Mhm. Pourquoi? Parce que il ne faut pas oublier l'importance d'autres types de commerce que l'on distingue aussi bien à Venise qu'à Gênes ou à Barcelone. Pensez à l'importance du commerce des textiles vers le Proche-Orient, c'est-à-dire les toiles de lin ou les draps qui proviennent de Flandre ou bien de Barcelone, puisque Barcelone fabriquait des draps de moindre qualité qu'en Flandre, mais les exportait de manière extrêmement importante. Il y a aussi, il ne faut pas négliger cela, car c'est extrêmement significatif, les flottes du blé et les flottes du sel. Vous savez que Venise a bâti sa fortune d'abord sur le commerce du sel. Le sel qui est diffusé dans tout l'Occident et le blé dans la mesure où des villes comme Gênes ou comme Venise ne disposent pas de ressources dans ce domaine. Venise en disposera seulement au XVe siècle grâce à sa progressive domination de ce que l'on appelle la terre ferme, c'est-à-dire une partie de la plaine du Pô qui évidemment peut fournir des céréales comme le blé ou comme le riz, mais pendant longtemps, ces grandes cités marchandes ont absolument besoin de manière régulière de grandes flottes de blé et de grandes flottes de sel. De telle sorte que je suis amené à dire que, bien sûr, le commerce des épices est extrêmement important, coûte cher, par exemple, on a un chiffre du côté de Venise, on peut dire qu'il représente environ 600 à 700 000 ducats par an. Mais le blé et le sel concurrencent de très près ces capitaux mis dans le commerce des épices. Oui, donc finalement, vous relativisez un peu la formule qui était, je ne sais plus si elle est de Marx, mais de moteur de l'histoire, en Oui. tout cas. Je dirais simplement que ce sont les Vénitiens, les Génois, les Catalans et pendant un certain temps les Pisans qui sont vraiment les moteurs de l'histoire parce que ce sont eux qui ont ouvert des voies maritimes importantes, qui ont fait voyager certains de leurs compatriotes vers ces pays fournisseurs des épices et ce sont eux qui ont en quelque sorte initié
si l'on peut dire, la colonisation moderne. Il n'y a qu'à voir, si vous voulez, l'intérêt des Portugais pour le contournement de l'Afrique afin de gagner directement le pays producteur d'épices que sont les Indes, et d'autre part la diffusion des Portugais vers l'insule Inde avec la prise de Malaga en 1511, qui représente une date extrêmement importante dans l'histoire de la colonisation. Oui, ce sont les hommes les moteurs de l'histoire, si je comprends bien. Bien sûr. Oui, oui. Euh, Avant de peut-être de poursuivre dans cette direction, quand même, vous avez évoqué les routes terrestres. Mais je suis en train de réfléchir. Je ne sais pas si, je ne me souviens plus si vous l'abordez dans votre ouvrage, hein. Ma mémoire est fragile, mais ça devait être énormément long. Il fallait un temps Eh considérable. bien, oui, vous avez tout à fait raison. Nous possédons par Pégolotti, qui est l'auteur d'un manuel de commerce rédigé dans les années 1340, nous possédons un itinéraire vers la Chine qui s'appelle le voyage de Cathay. Et selon Pégolotti, il décrit toutes les étapes de ce voyage et les moyens qui sont nécessaires à ceux qui entreprennent ce cheminement vers la Chine. Eh bien, ce voyage dure environ dans les 300 jours ou quelque chose de ce genre. Donc, c'est un voyage qui est extrêmement long. Qu'est-ce que j'ai dit, 300 jours? Non, 6 mois. 6 mois, il Ouais. faut compter 6 mois pour se rendre de Tana à l'embouchure du Don, c'est-à-dire au fond de la mer d'Azov, jusqu'en Chine. Oui, mais il Pour... faut revenir après. Pardon? Il faut revenir après. Ah mais bien sûr, il faut revenir. Mais nous avons un certain nombre de documents, en particulier des documents notariés, sur ces marchands génois ou vénitiens, décrits par Roberto Lopez ou par moi-même dans un certain nombre d'articles, qui reviennent avec de la soie et des épices. Certains meurent en cours de route, mais les Mongols ont conclu avec les puissances occidentales des traités qui permettent de sauvegarder les cargaisons des marchands qui peuvent décéder en cours de route, et les dites cargaisons étant remises, si vous voulez, à un compatriote pour qu'il les achemine jusqu'à l'Occident. Donc, ce sont des voyages longs, des voyages sans doute coûteux qui nécessitent bien évidemment d'avoir avec soi des interprètes parce que tout le monde ne connaît pas le persan ou le turc pour s'orienter dans ces pays étrangers aux occidentaux. Et bien évidemment, le coût de ces voyages, disons, handicape le revenu de ces marchands, mais ça reste quand même tout à fait intéressant pour eux parce que, par exemple, en ce qui concerne la soie chinoise est beaucoup moins chère que des soies du Proche-Orient, ce qui évidemment assure un certain revenu aux marchands qui s'y intéressent. J'imagine qu'il n'y a pas de chéquier à l'époque, hein. Non, bien sûr. Donc, les marchands partent avec la Alors, ils partent richesse. avec de l'argent. Et oui, L'argent constitue le métal de base des lingots d'argent ou bien des monnaies d'argent. Mais à leur arrivée en Chine, par exemple, ils doivent déposer cet argent et recevoir en échange du papier monnaie, car vous n'ignorez pas que la Chine est à la pointe de l'usage du papier monnaie pour les transactions. Et Marco Polo nous le raconte évidemment dans son ouvrage Les merveilles du monde. Donc, c'est sur cet apport d'argent que se fondent les transactions avec les marchands indiens ou les marchands chinois.
Même avec les marchands indiens? Ah oui, oui, absolument. D'accord. C'est l'argent qui est prépondérant. Et vous n'avez pas évoqué, ou si vous l'avez suggéré, les risques de ce voyage terrestre, ou maritime d'ailleurs. Ah, les risques sont importants parce que il y a d'une part la traversée d'espaces totalement difficiles pour les voyageurs, comme par exemple le désert de Gobi, ou bien le franchissement de cols comme les cols du Pamir particulièrement élevés. Donc tout cela se fait avec grande difficulté, mais il faut croire que le jeu en vaut la chandelle, puisque nous savons par des actes notariés génois et vénitiens que certains marchands ont réalisé des profits importants avec ce transport des épices par voie terrestre. Mais par voie, je reste sur les risques. Par voie maritime aussi, de temps en temps, il devait y avoir un petit Alors, navire. par voie maritime, bien sûr, parce que il y a la piraterie, donc il ne faut pas négliger les dégâts. Et c'est la raison pour laquelle s'organise ce convoi que l'on appelle le Karim, qui est protégé par un certain nombre de bâtiments militaires et qui assure une certaine sécurité tout au long de la mer Rouge. Donc il y a effectivement des problèmes de transport qui sont importants. J'ajouterais évidemment le danger de la mer elle-même, c'est-à-dire Oui. les tempêtes qui peuvent survenir et provoquer des naufrages. Nous en connaissons un certain nombre et cela réduit effectivement les profits que l'on peut tirer du commerce des épices et de la soie. Euh, et dans ces cas-là, je veux dire, les personnes qui s'étaient associées pour louer on va dire louer, hein, c'est pas là, louer, un navire, comment étaient gérés les risques? Alors, la grande chose, c'est évidemment l'avènement de l'assurance maritime. L'assurance maritime, on la voit se former dans les années 1340. J'en ai moi-même publié un certain nombre dans le cadre des archives de Gênes. Et ces assurances maritimes, dont le coût est de l'ordre, disons, de 6 à 7 de la valeur de la cargaison, permettent aux marchands de pouvoir commercer avec une certaine liberté, puisqu'il est assuré que en cas de perte, de vol, il pourra être indemnisé. Donc, on voit se généraliser l'assurance maritime dans la seconde moitié du XIVe et au XVe siècle, et c'est évidemment un avantage considérable pour les marchands au long cours. D'accord, d'accord. Est-ce que c'est la même chose, je suppose, à Barcelone et à Valence? Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Euh, bon, j'ai une comparaison. On voit des choses qui existent de fait encore aujourd'hui. La piraterie à la limite de la mer Rouge. Euh, Vous envoyez aujourd'hui les annonces par les médias, en particulier par ceux qui aujourd'hui tiennent une partie du Yémen, qui ne manquent pas de s'attaquer à un certain nombre de navires marchands. C'était la même chose au Moyen Âge, avec évidemment des partenaires différents. oui, oui, et puis vous faites allusion à des navires, des bâtiments militaires qui accompagnaient donc le fameux Karim dont vous parliez. Absolument. D'accord, d'accord. Peut-être une question un peu franco-française. Quels étaient est-ce qu'il y avait beaucoup de marchands venant du sud de la France, ou du nord de la France d'ailleurs, dans ce commerce des épices? Et qu'est-ce qui peut expliquer leur rôle Très limité ou peu, important? très peu. Le seul exemple, si vous voulez, qui est mis en évidence, c'est celui de Jacques Coeur, bien sûr. Ouais. Jacques Coeur qui possédait un certain nombre de navires envoyés
avant les années 1450 vers Alexandrie. Mais c'était pour lui une tentative de concurrencer les marchands génois et vénitiens qui jusque-là dominaient ce commerce des épices. Le succès de Jacques Coeur a été très momentané et relatif, et l'on peut dire que, en comparaison avec les grandes puissances italiennes et catalanes, Jacques Coeur représentait un pourcentage extrêmement modeste dans le commerce des épices. Et qu'est-ce qui peut expliquer, à votre avis, ce faible nombre ou cette faible participation de marchands, ne serait-ce que de Marseille? Oui, il y a eu des Marseillais qui se sont intéressés aussi au commerce des épices. On les connaît par l'ouvrage de Baratier sur l'histoire du commerce de Marseille. Mais là encore, si vous voulez, la proportion dans l'ensemble du commerce des épices des Français est relativement, je dis pas négligeable, mais relativement modeste. D'accord, d'accord. La diffusion étant surtout assurée, bien sûr, par les Catalans, les Génois et les Vénitiens. Bien, on va arriver au terme de la première partie, mais justement, parmi ceux qui étaient peu présents au Moyen Âge, il y a des Européens qui vont jouer, vous avez déjà commencé à l'évoquer, des Européens qui vont jouer un rôle important, mais en passant par l'Atlantique. Euh, donc, c'est les Portugais. C'est à partir de quel moment vous avez l'impression qu'il y a ce basculement Ah ben, le basculement vers l'exploration des côtes africaines en vue du contournement de l'Afrique s'effectue essentiellement dans la seconde moitié du XVe siècle. D'abord avec les tentatives faites par Henri le Navigateur, qui n'a jamais navigué, mais qui promulguait, en quelque sorte, promouvait les tentatives d'exploration des Portugais sur les côtes d'Afrique. Et puis alors, c'est tout à la fin du XVe siècle que l'on voit les tentatives faites bien sûr par Vasco de Gama, qui en 1498 atteint les Indes et où il dit on vient chercher les épices et les chrétiens. Donc il y avait à la fois pour lui un rôle, si vous voulez, de diffusion du christianisme et un rôle économique, la recherche à bon compte des épices. Oui, je crois qu'il s'appuie d'ailleurs sur des marins arabes qui Ah viennent. oui, il utilise aussi, bien sûr, des pilotes arabes qui le conduisent en particulier le long de la côte orientale de l'Afrique. C'est exact. Oui, oui, d'accord. Et j'avais lu un ouvrage sur, mais on sort peut-être, alors je ne sais pas si c'est, il s'impose avec une assez grande cruauté, j'ai cru comprendre. En Inde. Oui, tout à fait. Il y a eu des échanges un peu brutaux entre Vasco de Gama et puis les sultans de l'Inde. Mais progressivement, si vous voulez, chacun a compris son intérêt dans cette affaire, euh, intérêt pour Vasco de Gama et ses successeurs de trouver des épices à bon compte et intérêt pour les sultans locaux de les vendre régulièrement à des marchands occidentaux. Je pense que on arrive au bout hein, de la première partie de cet échange. Je vais céder la parole, je pense, à Déborah Caquet ou à Christiane Perronard, et vous allez, les personnes qui ont suivi l'entretien vont vous poser un certain nombre de questions pendant, je pense, une petite demi-heure. Voilà. Et merci Oui, bah beaucoup à vous. écoutez, je vous remercie l'un et l'autre pour cette heure tout à fait plaisante qui nous a amené à voyager et dans le temps et dans l'espace. Est-ce que parmi les quelques 38 participants, il y a quelqu'un qui a une question, qui souhaiterait poser une question?
Alors, soit vous ouvrez votre micro, soit vous le précisez dans le chat et j'ouvrirai votre micro. Hein, on entend une voix. Pour l'instant, apparemment pas de demande plus précise que ça. Ah, quelle est la diversité des épices? Ah, elle est considérable. J'ai cité tout à l'heure Pegolotti, l'auteur d'un manuel de commerce du XIVe siècle. Pegolotti distingue, je vais essayer de vous retrouver le chiffre exact, quelque chose comme 283, 286, voilà le chiffre exact. 286 épices différentes. Mais 93 sur 290 sont éliminés pour double ou triple ou quadruple emploi. Je donne quelques exemples. Il cite par exemple l'alun qui sert à dégraisser les draps et à faciliter la teinture des tissus. Eh bien, Pegolotti nous cite 11 catégories d'alun. Donc, vous voyez que c'est considérable. Il cite 8 catégories de coton, 11 catégories de cire, 8 catégories de sucre. Donc, il y a des doublons relativement nombreux dans la liste de Pegolotti. On peut donc retenir que pour lui, il y a environ 183 produits qui constituent les épices. Alors, vous me direz, est-ce que sa liste est complète? Pas tout à fait, car j'ai étudié un certain nombre d'inventaires d'apothicaires. C'est une source aussi extrêmement importante qui date du XIVe siècle. Et dans ces inventaires d'apothicaires, eh bien, on peut ajouter, disons, quelques dizaines d'épices supplémentaires par rapport à la liste de Pegolotti. Donc, retenons, pour être bref, qu'il y a environ 200 épices plus ou moins différentes. Brigitte nous demande si le thé était considéré comme épice. Bien, je dois dire qu'on ne le trouve pas ou très peu parmi ces listes d'épices. Il arrive plus tard, Ah, non? Il me j'ai semble qu'il l'impression, arrive en Europe plus tard, oui, le j'ai thé. l'impression qu'on l'a utilisé beaucoup plus tard. Les Ottomans, demande Patrick, les Ottomans ont-ils réellement coupé ce commerce oriental des épices et pourquoi? Alors, les Ottomans sont des intermédiaires très tardifs parce que avant eux, il y a eu, disons, les Mongols, qui sont beaucoup plus importants. Les Mongols, grâce d'une part à la Horde d'Or au nord, ou bien à l'Ilkhanat de Perse au sud, qui ont été des intermédiaires tout à fait essentiels dans le commerce des épices. Donc les Ottomans, si vous voulez, sont intervenus surtout à partir du XVe siècle pour faciliter ou bien s'opposer, si vous voulez, à l'acheminement des convois occidentaux selon les rapports établis avec les républiques marchandes italiennes ou catalanes. Alors, Stéphanie qui nous indique que vous avez évoqué tout à l'heure d'autres épices consommées par les paysans, des herbes pour la consommation quotidienne. Quelles étaient-elles? Eh bien, il suffit de vous renvoyer aux simples qui sont encore à l'heure actuelle cultivés dans les jardins des monastères. C'est à peu près le genre de produit, si vous voulez, dont les paysans peuvent se servir au cours du Moyen Âge. Ils ont leur propre petit jardin le plus souvent, ou bien ils s'efforcent d'acquérir ces précieuses herbes à l'extérieur du village. C'est encore de consommation aujourd'hui.
On entend une voix féminine de fond gênante. 3 micros sont ouverts, dont le conférencier, le tien et celui de Jean-Philippe. Alors, je ne sais pas quelle est la voix féminine de fond. Moi, je ne l'entends pas, donc... Moi non plus. Oui, alors j'en profite pour, il y a un temps, calme, pour poser une petite question sur les Perses. Oui. Est-ce que ils ont joué un rôle d'intermédiaire dans le commerce des épices? Oui, effectivement, par l'intermédiaire de l'île Cana qui recouvre les régions de l'Irak, de l'Iran aujourd'hui. Donc les Perses ont été aussi des intermédiaires, mais moins importants que les Mongols. J'ai l'impression que nous arrivons au bout de notre conférence virtuelle. S'il n'y a plus de demandes d'intervention, 3 points d'interrogation. Un merci beaucoup de Stéphanie Pancrate. Je vais m'associer à elle ou de Corinne. Plusieurs de vos auditeurs a une question sur le sucre. Quand est-ce que le sucre a été découvert et où? Ah ben, le sucre est connu, si vous voulez, dès l'Antiquité, il y a aucun problème. Donc, il est utilisé, disons, de manière régulière, mais différentielle selon les pays. Je disais tout à l'heure, par exemple, que les Anglais aiment énormément le sucre, plus que, semble-t-il, les Français, les Allemands ou les Italiens. Il y a de ce point de vue-là une continuité à travers le temps. Alors, j'en profite pour poser une petite question. Qu'est-ce qui explique, selon vous, la légende, puisque visiblement c'est une légende, que les épices étaient utilisées seulement pour cacher le mauvais goût de la viande? C'est absolument faux. Oui. C'est absolument faux, car pour la conservation des aliments et de la viande en particulier, il n'y a que 2 moyens. D'abord, la salaison et ensuite le fumage. Donc, retenez, ça c'est une idée importante, que les épices ne servent absolument pas à la conservation des aliments. Il s'agit du sel et d'autre part du fumage des aliments. Oui, Pour oui. la conservation, mais je pense que ce que disait, demandait Jean-Philippe, c'est l'idée que c'était un moyen de masquer une odeur ou un goût un peu quand la Non, ça conservation n'avait pas été bonne. c'est une idée fausse répandue de manière trop importante aujourd'hui. C'est une idée complètement fausse. Oui, oui, c'est ce que vous écrivez. Et est-ce que vous savez d'où vient cette idée? Ah non, pas du tout. Non, d'accord. On est en dehors de votre champ là. Bah, écoutez, je vous En remercie, en tout cas quoi, pour moi. peut-être une dernière question, en quoi les Moluques ont-elles constitué un Alors, carrefour des épices au XVIe siècle? alors, les Moluques sont importantes pour la production des clous de girofle et je crois, non pas la cannelle, ni le gingembre, la noix muscade. Voilà. Voilà 2 produits que l'on trouve essentiellement dans les Moluques et qui ont été, disons, recherchés d'une part par les musulmans ou les Indiens et ensuite, bien sûr, par les Portugais. Donc, ce sont 2 produits essentiels des Moluques. On est déjà on est déjà au XVIe avec les Portugais et effectivement leur place importante dans ce commerce. Absolument. Je crois qu'il nous reste, qu'il me reste à vous remercier l'un et l'autre pour cette
conférence qui a manifestement plu à beaucoup de personnes qui petit à petit se retirent. On a tenu le temps qui était imparti. Un grand merci. Merci Eh à bien, je vous remercie également et j'espère que mon ouvrage fera plaisir aux futurs lecteurs. bonne Ah, journée. je pense, oui, oui, oui. Bon, bonne soirée alors. Bonne soirée à tous. Merci. Merci à vous.